Nous allons donc commencer un nouveau thème d'histoire-géographie. Commençons par le replacer dans le cadre du programme de l'année que nous avons déjà étudié. Nous avions d'abord vu une longue période, l'Antiquité, au cours de laquelle nous nous étions intéressés à la Grèce antique et à l'Empire romain. L'Antiquité prend fin pour les historiens au 5e siècle avec la chute de l'Empire romain. Commence alors une nouvelle période, le Moyen Âge, période qui dure presque 1000 ans, mais nous nous étions surtout concentrés sur une période qui allait du XIe siècle au XIIIe siècle. Le Moyen Âge prend fin en 1492 avec la découverte de l'Amérique et la chute de Grenade. C'est le début d'une nouvelle période, l'époque moderne. Nous nous sommes alors focalisés sur le XVe et le XVIe siècle. En étudiant cette dernière période, nous nous étions rendus compte qu'il existait plusieurs changements majeurs qui prenaient place dans les sociétés européennes. Des changements géographiques d'abord, avec les voyages des Européens comme Magellan et Christophe Colomb, et un élargissement du monde. Des changements dans les arts avec la Renaissance, et l'apparition du mouvement humaniste et la diffusion plus importante des idées grâce à l'imprimerie. Dans ce contexte, on l'avait vu, des remises en cause avaient eu lieu dans le domaine de la religion, avec la réforme et la contre-réforme, et les guerres de religion qui éclatent alors et qui dureront jusqu'au début du XVIIIe siècle. À toutes ces choses que nous avons vues, il faut ajouter les évolutions qui commencent dans le domaine scientifique, avec des chercheurs comme par exemple Galilée ou Newton, et qui se transforment peu à peu en inventions techniques, avec par exemple la machine à vapeur, emblème de la première révolution industrielle. Mais, malgré tous ces changements, rien ne vient à cette époque modifier la façon dont la France est gouvernée et dont la société s'organise. Au contraire, la monarchie se renforce jusqu'à l'avènement de Louis XIV, symbole du monarque absolu. Pourtant, des changements majeurs vont se préparer, et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 8, la Révolution française, l'affirmation d'un nouvel univers politique. Ce chapitre va donc s'étendre sur une période qui va du milieu du XVIIIe siècle, fin de l'époque moderne, jusqu'au début du XIXe siècle. C'est alors le début d'une nouvelle période, l'époque contemporaine, qui commence en 1789. La Révolution française, vous en avez déjà tous entendu parler, à travers des événements très connus, comme la prise de la Bastille ou la mort de Louis XVI guillotiné. Mais nous allons essayer de voir plus loin et de la comprendre. L'objectif sera de répondre à la question pourquoi, quels sont les phénomènes qui en sont à l'origine en quelque sorte, comment et dans quel ordre les événements se sont-ils déroulés, et enfin avec quelles conséquences, qu'est-ce qui a changé ou n'a pas changé en France pendant ce temps-là. C'est ainsi que nous commencerons par la première partie, les fondements de la Révolution. L'objectif étant alors de comprendre quels sont les phénomènes qui font qu'un changement brutal survient à la fin du XVIIIe siècle. Tout d'abord, il faut rappeler les particularités du système politique français avant la Révolution. On parle d'Ancien Régime. La première particularité de cet Ancien Régime, c'est la division de la société en 3 ordres. Vous vous souvenez de la situation au Moyen Âge avec la noblesse, le clergé et les paysans. Eh bien, au XVIIIe siècle, elle existe encore. On trouve toujours la noblesse, qui représente 2% de la population. Elle dispose de plusieurs privilèges, comme celui de ne pas payer d'impôts, ou l'accès réservé à certains postes d'autorité. On trouve également le clergé, qui représente 1% de la population. L'Église a le droit de collecter son propre impôt et elle est très riche. Le haut clergé recrute dans la noblesse, le bas clergé moins riche dans le reste de la population. Ce reste de la population, justement, on le qualifie alors de tiers-État. Il représente 98% de la population. À l'intérieur, 3/4 sont des paysans, assez pauvres, voire très pauvres. Mais on trouve aussi 1/4 de membres de la bourgeoisie. Il peut s'agir d'avocats, d'artisans, de commerçants ou de médecins. Au sommet de cette société, on trouve un roi, détenteur d'un grand pouvoir. C'est l'absolutisme. Il est surtout incarné par Louis XIV. Mais son successeur, en 1715, Louis XV, continue à être très puissant. Et comme celui qui lui succède en 1774, Louis XVI. Ces 3 rois disposent d'un pouvoir presque sans limite. Ils peuvent par exemple emprisonner quelqu'un sans jugement et sans même qu'un délit n'ait été commis. C'est donc dans cette situation que l'on se trouve au XVIIIe siècle et que les premiers changements prennent place. Ce qui nous amène à notre grand 1, les Lumières et l'affirmation des droits de l'homme. Au cours de l'époque moderne, de grandes évolutions scientifiques ont eu lieu, on l'a dit, avec des hommes comme Galilée ou Newton.
Ces nouvelles connaissances et méthodes de réflexion stimulent les sciences expérimentales, mais aussi la philosophie au XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle les Lumières. En France, on voit agir des hommes comme Denis Diderot, co-auteur de l'Encyclopédie, et des femmes comme Émilie du Châtelet. Parmi ces intellectuels novateurs, nombreux sont ceux qui remettent en question l'organisation de la société de cette époque et essayent d'imaginer de nouvelles possibilités. En Angleterre, John Locke est un des premiers philosophes à remettre en cause la monarchie de droit divin. Pour lui, le pouvoir ne vient plus de Dieu, comme on le pensait jusque-là, mais bien de l'ensemble du peuple. John Locke met aussi en avant la tolérance religieuse et la liberté de culte. En France, Montesquieu, un philosophe, exige dans ses textes la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, qui sont jusque-là sous le contrôle du roi et du roi seul. Voltaire, lui, s'oppose aux injustices et promeut la tolérance, notamment au cours de grands procès où il joue le rôle d'avocat. Derrière leur théorie, Montesquieu et Voltaire, comme d'autres alors, défendent l'idée de droit naturel, des droits naturels de l'homme, dont l'homme dispose dès sa naissance et qu'aucune autorité ne peut violer. Il s'agit par exemple du droit de propriété, du droit de résister à l'oppression ou de l'égalité devant la loi. Pour eux, le progrès, permis par la raison, doit favoriser le respect de ces droits. Les idées des philosophes des Lumières sont bien perçues par la haute noblesse du pays, qui les laisse s'exprimer dans ses salons. Pourtant, elles sont surtout le fait d'une autre classe sociale, la bourgeoisie. C'est donc un discours qui vient de l'élite, et c'est pourquoi, pour la plupart de ces philosophes, c'est l'élite économique et intellectuelle qui doit diriger le système politique. Leurs discours ne sont donc pas complètement égalitaires et ils insistent moins sur la condition des plus pauvres, des femmes ou des esclaves. Seul Jean-Jacques Rousseau critique les inégalités sociales dans leur ensemble. Même si ces idées sont très appréciées et écoutées, elles n'entraînent pas alors de mesures concrètes en France. Mais ailleurs, leur influence se fait déjà sentir. Ce qui nous amène à notre grand 2, l'apparition de nouveaux modèles politiques, où nous verrons d'abord petit a les révolutions anglaises. Au milieu du XVIIe siècle, le roi d'Angleterre, Charles Ier, essaye d'imposer l'absolutisme. Le Parlement qui existe alors en Angleterre s'y oppose et c'est le début d'une guerre civile. À la fin de cette guerre civile, le roi est guillotiné en 1649. S'ensuit une période où un homme, Oliver Cromwell, dirige une république qui se transforme peu à peu en dictature. Celle-ci dure jusqu'à sa mort en 1658. La monarchie est alors rétablie. Mais, en 1685, le nouveau roi, devenu impopulaire, est remplacé par un nouveau souverain. Celui-ci s'engage à respecter des règles qui limitent son pouvoir au profit du Parlement, constitué de 2 chambres. Cependant, seuls 4% des adultes ont le droit de vote, et il y a une grande intolérance religieuse à cette époque. Cette révolution n'est donc pas entièrement en accord avec les idées des Lumières, ce qui n'est par contre pas le cas d'un autre épisode majeur, la Révolution américaine. Au XVIIIe siècle, l'Amérique du Nord accueille des colonies du Royaume d'Angleterre. Mais, en 1776, les colons, ne supportant plus la domination anglaise, déclarent leur indépendance. C'est le début de la guerre d'indépendance. Au cours de ce conflit, les Américains reçoivent l'aide de la France et, en 1783, l'Angleterre reconnaît sa défaite. En 1787, les Américains adoptent une constitution inspirée par les idées des Lumières, avec la séparation des pouvoirs et le respect des droits naturels. Encore plus que les révolutions anglaises, la révolution américaine va influencer le climat politique français, déjà très agité, comme nous allons le voir dans notre grand 3, la crise de la monarchie française. Depuis la fin du règne de Louis XIV, au début du XVIIIe siècle, le pouvoir royal connaît de graves difficultés financières. Le budget est alourdi par plusieurs guerres contre l'Angleterre, notamment la guerre d'indépendance américaine. Cela n'empêche pas la cour du roi Louis XVI et de sa femme Marie-Antoinette de dépenser énormément dans de luxueuses fêtes. L'État est de plus en plus endetté et il n'arrive pas à se réformer. Pourtant, l'argent existe, car ni la noblesse ni le clergé, qui détiennent pourtant la majorité des richesses, ne payent d'impôts. Seul le tiers-État est durement imposé. Mais toutes les tentatives des ministres du roi pour créer un impôt payé par tous échouent. L'État court à la faillite et les plus pauvres sont étouffés par l'impôt. D'autant plus que lors des hivers 1788-1789, les intempéries et le froid détruisent une grande partie des plantations. Le prix des aliments monte
Les paysans et les ouvriers peinent à se nourrir. On entre dans une crise de subsistance. Face à ces difficultés, et alors que plusieurs tensions éclatent dans le pays, le roi Louis XVI convoque en 1789 les États généraux. Il s'agit d'une assemblée extraordinaire qui rassemble des représentants des trois ordres. Afin de pouvoir mieux connaître les demandes du peuple, le roi demande que soient remplis des cahiers de doléances. Les différents représentants des trois ordres se réunissent donc à Versailles. Mais la tension ne retombe pas, et pendant le même temps, des révoltes populaires éclatent, comme le pillage d'une usine à Paris. La France, bien qu'elle l'ignore, se trouve à la veille de sa révolution. Cette situation est le résultat de plusieurs phénomènes conjugués que nous venons de voir.